j'avais tout le monde. Voilà. À bientôt, à tout de suite. Je vous laisse la parole. Oui, alors d'abord, je m'excuse de ne pas pouvoir être parmi vous, mais j'ai un super lumbago qui me bloque et donc je vous parle de Montpellier. Je vais vous parler sur un sujet qui, jusqu'à présent, pendant des milliers d'années, a été simplement une discussion de café du commerce, c'est-à-dire l'origine du chien, parce que le chien n'existe pas dans la nature, on se demandait bien d'où il venait. Et puis, en fin de compte, maintenant, depuis 20-30 ans, grâce à la génétique et en particulier les séquençages d'ADN, on en sait beaucoup plus et c'est très intéressant, comme vous allez voir. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais faire qu'un résumé, puisque je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin. Hein. Il faudrait dire, j'ai fait 4 livres sur le sujet, dont le premier dont a parlé Paul de Brancillon. Et donc, je vais essayer de résumer. Alors, en 3 parties, je vais vous parler d'abord du loup, rapidement, parce que ce n'est pas le centre du sujet. Je vais vous parler surtout du chien et comment on est arrivé au chien, comment l'homme a créé le chien. Et puis ensuite, troisièmement, je vais vous parler de mon expérience qui m'a ouvert beaucoup de lumière, beaucoup d'éclairage sur ce problème. Ça a été quand on a, sans avoir vraiment recherché, élevé un loup en appartement, du fait qu'à l'époque, d'une part, c'était autorisé, parce qu'on pouvait avoir des animaux sauvages chez soi, et deuxièmement, parce que le directeur du zoo de Montpellier nous a donné ce loup qui allait être piqué, qui allait être euthanasié, et donc on s'est retrouvé avec un loup à la maison, et ça a été assez compliqué à expliquer. Et donc, vous avez peut-être, en tout cas Paul de Brancillon l'a déjà lu, ça a fait quand même ça a eu pas mal de succès, ce bouquin, et 10 ans après, il est encore en vente d'ailleurs, hein, chez Flammarion. En tout cas, je vais vous parler donc d'abord du loup rapidement. Alors, le loup, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais simplement ce qui me paraît le plus important, c'est qu'il a une plasticité sociale extraordinaire, c'est-à-dire qu'il peut être solitaire, et alors là, il se balade partout et il est limité par sa taille, donc il ne peut pas tuer des animaux de plus de 50 kilos, mais par contre, il est capable d'agir en meute, de se coordonner, et là, il peut abattre des proies de 500 kilos. Donc, c'est un animal qui a 2 niches écologiques et qui arrive comme ça à passer de l'une à l'autre. C'est tellement extraordinaire que ça a surpris beaucoup de gens. Et d'ailleurs, remarquez que c'est exactement la niche écologique qu'occupaient les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire nos ancêtres, pendant 90% de l'existence humaine. C'est-à-dire qu'actuellement, on évalue à 300 000 ans la durée de vie de l'Homo sapiens, et seulement depuis 10 000 ans, on est des agriculteurs éleveurs, c'est-à-dire qu'on est sédentarisé, on vit dans des villages, mais avant, on était des chasseurs-cueilleurs et on chassait en groupe le gros gibier. Et donc, en réalité, on avait exactement un mode de vie de loup. Et donc, actuellement, plus personne ne s'en rend compte. Moi, je développe cette thèse qui est originale, et que je développe dans le dernier bouquin que j'ai fait. Mais en tout cas, vous voyez, c'est assez curieux. Et en tout cas, le loup n'est pas l'affreux Jojo, qu'on présente partout, surtout en France, où, à mon avis, on est très en retard dans les connaissances. Alors, actuellement, vous avez peut-être entendu parler du parc de Yellowstone, le premier parc national qui a été créé et qui se trouve aux États-Unis et qui est immense, et où on a commencé en croyant bien faire, avec une mentalité de fermier, on a commencé par abattre tous les loups qui s'y trouvaient, et puis on s'est aperçu qu'au lieu de favoriser les herbivores, c'était la catastrophe. Il y avait des famines, il y avait des maladies, donc on se demandait ce qui se passait, et les rangers, les gens du Wildlife Service se sont dit il faut changer complètement de méthode. Et ils ont introduit, au contraire, ils ont ramené du Canada, entre autres, des loups, et tout est revenu à sa place. C'est-à-dire qu'on avait complètement surestimé l'impact négatif du loup. On croyait que c'était un animal qui est un prédateur et qui donc élimine tout ce qui gêne, et en particulier tout ce qui dépasse, parmi les herbivores. Et donc, si on l'éliminait, on permettait aux herbivores d'être en bonne santé. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé, parce que le loup, d'une part, il régule les populations, donc il évite les surpopulations d'herbivores, et donc ça évite de trop manger d'herbe et d'avoir des famines. Et puis, surtout, curieusement,
il provoque, on a découvert ensuite, mais les Esquimaux le savaient depuis longtemps, ça provoque un effet vétérinaire, c'est-à-dire que comme les loups cherchent à économiser les efforts, ils repèrent, ils sont très forts, ils sont très doués pour repérer ceux qui sont faibles, qui sont malades, et c'est ceux qu'ils attaquent en priorité. Et ce qui fait qu'ils éliminent toutes les maladies qui arrivent, et tout animal qui arrive avec sa maladie est éliminé aussitôt, ce qui fait qu'il n'y a pas d'épidémie. Et quand on enlève les loups, ben, les épidémies arrivent. Donc en réalité, vous voyez, et ça n'a pas seulement un effet sur les herbivores, sur leur proie, mais ça a aussi un effet sur la végétation, parce que les herbivores, quand ils sont trop nombreux, ils massacrent la végétation, alors que quand les loups régulent les herbivores, eh bien, ça change complètement tout. Et donc, à droite, dans ce petit schéma, vous voyez une pyramide alimentaire, une pyramide trophique qu'on appelle. Et là, on a mis un puma, mais ça pourrait être un loup, c'est-à-dire qu'il mange tous les petits prédateurs, etc., qui sont au-dessous de lui, qui sont plus petits que lui, et puis qui mangent eux-mêmes des tas d'herbivores, qui eux mangent évidemment la végétation. Donc vous avez une pyramide, mais on croyait que si on supprimait le sommet de la pyramide, ben au contraire, tout le monde se trouvait mieux, se portait mieux, mais ce n'est pas du tout le cas. En réalité, quand vous supprimez la pyramide, c'est exactement comme si vous supprimez la clé de voûte d'une cathédrale, c'est-à-dire que tout s'effondre. En réalité, le prédateur contrôle les petits prédateurs, le super prédateur contrôle les prédateurs, qui contrôle les herbivores, qui contrôle en fait la végétation. Donc en réalité, on a découvert il y a 20-30 ans que et là, ce n'était plus de l'écologie politique qui date de 1960, mais de l'écologie scientifique, c'est-à-dire qui date d'un siècle avant, c'est-à-dire 1860, eh bien, on s'est rendu compte que les superprédateurs avaient un rôle structurant dans les écosystèmes. Donc, vous voyez, je passe rapidement, mais vous voyez qu'en réalité, ça a renouvelé complètement la vision du loup qui était considéré, et qui l'est toujours en France, comme négatif. Alors là, vous voyez comment le loup a disparu de France, c'est-à-dire dans les années 1800, il y avait à peu près partout des loups, et il y en avait entre 10 et 20 000, on ne sait pas exactement, on suppose. Et puis, chaque année, ça a été réduit. Pourquoi? Parce que l'État donnait des primes pour supprimer les loups. Et comme dans l'Europe, d'une manière générale, les loups étaient chassés, étaient persécutés, et donc on est arrivé à éliminer, les autorités sont arrivées à éliminer le loup. Le problème, c'est qu'en 1992, alors qu'en Espagne et en Italie, on s'était bien gardé d'éliminer les loups, eh bien, venant d'Italie, les loups ont passé les Alpes, sont arrivés dans le parc du Mercantour, où ils sont encore maintenant, où ils forment des meutes. Vous voyez, cette carte est un peu dépassée, mais elle reste toujours valable. C'est-à-dire que vous voyez que dans les Alpes, vous avez beaucoup de meutes, ainsi qu'un peu, ça commence dans le central et un peu dans l'Est. Mais par contre, tout le reste, ce sont des solitaires, c'est-à-dire pas des meutes, mais des animaux solitaires. Et un animal solitaire, c'est ça qu'il faut comprendre et que ne comprennent pas les gens qui sont anti-loups, c'est qu'un loup, ça peut traverser la France en quelques jours et ça peut traverser l'Europe en quelques semaines. Donc, c'est complètement utopique, maintenant qu'il y a des loups partout à toutes les frontières, de s'imaginer qu'on va éliminer le loup, d'autant plus qu'il est protégé au niveau européen et au niveau français. Mais au niveau français, il y a des tas d'exceptions, de dérogations qui font que légalement, on a le droit d'en tuer à plus de 20% par an sur une population d'environ 600. Et donc, ça représente plus de 100. Et donc, c'est énorme à la fois, mais ça ne les empêche pas. Les loups sont très, très, très résilients. Ils arrivent à s'en tirer dans toutes les situations. Et donc, dans la mesure où ils sont réalimentés par l'extérieur, eh bien, c'est sans espoir pour ceux qui veulent éliminer les loups. Ce n'est pas possible. Et tant mieux, parce que je pense qu'il y a d'autres solutions. Et si, depuis la nuit des temps, en Espagne et en Italie, il y a toujours eu des loups et que ça n'a pas empêché les élevages de moutons, c'est que sans doute, il y a une raison. Alors, voilà l'évolution des primes au cours du temps. Vous voyez qu'évidemment, il y a eu de moins en moins de loups, donc de moins en moins de primes, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qui soient attribuées parce qu'il n'y avait plus de loups. Et puis après, au-dessous, vous voyez que quand d'un seul coup, le loup est arrivé, évidemment, les attaques ont apparu et puis ont augmenté. Et curieusement, alors qu'on zigouille plus de 100 loups par an, eh bien,
au contraire, ça continue à monter. Donc, c'est un échec. C'est-à-dire le plan loup, ce qu'on appelle le plan loup actuellement, ne marche pas. Et par contre, vous voyez que les indemnisations, elles montent. Il y a à peu près 30 millions d'euros qui sont dépensés actuellement pour dédommager les éleveurs, sans compter les salaires des gens qui s'en occupent. Alors, c'est donc un problème qui n'est même plus de la biologie, même à peine de l'économie, mais qui est devenu presque un problème politique, du moins politique au sens péjoratif, c'est-à-dire simplement pour la récolte des voix. Et vous voyez qu'évidemment, quand les syndicats d'éleveurs et les syndicats agricoles ne sont pas contents, bon, ben, ils râlent contre le loup et ils ne cherchent pas à trouver des solutions. Or, les solutions existent. La preuve, c'est que dans les pays, la plupart des pays d'ailleurs, on arrive à cohabiter, faire cohabiter loup et mouton. Mais il faut un tripode, c'est-à-dire d'une part des chiens de protection. Là, vous voyez un patou, c'est-à-dire c'est une race pyrénéenne qui a été créée, qui a été sélectionnée pour se défendre. Leur boulot, leur travail, leur fonction, c'était d'attaquer, de défendre les troupeaux de moutons contre les ours et les loups. Et donc, le problème, c'est qu'en un siècle sans d'action sur les loups, puisqu'il n'y avait plus de loups, eh bien, ils ont un peu perdu toute cette sélection et on les a sélectionnés surtout sur le pelage. Et donc, actuellement, on est en train de réinventer des patous efficaces. Et par contre, ce sont ce qu'on appelle les patous, et il y en a d'autres, il y a plein de races, dans chaque pays, il y a une race différente. Les patous, ce sont des chiens de protection, alors que le labri ou le berger, les bergers classiques, là, par exemple le border collie, le champion des chiens de travail, eh bien, eux, ils sont chargés de rassembler le troupeau. Ils ne font pas du tout le même travail. Alors, donc, il faut des chiens de protection pour être à l'abri du loup, il faut des enclos pour la nuit et il faut des bergers. Bon, comme il n'y avait plus de loups, les éleveurs avaient supprimé tout ça et donc ils venaient voir simplement si les moutons étaient là. Et bon, là, maintenant, ça leur donne un peu plus de travail parce qu'ils doivent être sur place. Ceci dit, ils sont très largement aidés par l'État, c'est-à-dire avec vos impôts. Et donc, c'est quand même pas mal, et c'est même trop, parce que certains en profitent et font des abus, c'est-à-dire ne protègent pas mal leurs troupeaux, alors que ils sont remboursés pour quand il y a des problèmes. Et même si c'est des chiens en balade, en maraude, qui tuent un mouton, on considère ça comme un loup. Donc actuellement, la France ne surveille pas la protection du loup et les éleveurs ne sont pas tenus, on leur donne des conseils, mais ils ne sont pas obligés de les suivre. Et donc, il y a donc des subventions qui sont abondantes en France. Et par contre, en Italie et en Espagne, c'est beaucoup moins abondant et ça se passe très bien. Et donc, voilà déjà la preuve, si je puis dire, puisqu'en Italie et en Espagne, ça a toujours bien marché, que c'est possible. Bon, je ne veux pas non plus être idyllique et dire que le loup ne pose aucun problème. Il est bien évident qu'un petit malin comme le loup pose des problèmes aux éleveurs, mais il faut savoir, il faut une culture qui a été perdue en France pendant un siècle où on n'avait plus de loups. Il n'y a pas seulement un problème de culture de protection contre le loup, il y a aussi un problème économique. Par exemple, en 1985, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rainbow Warrior. Le Rainbow Warrior, c'était le bateau de Greenpeace qui a été coulé par les services secrets français parce qu'ils voulaient aller embêter les militaires qui faisaient sauter la bombe atomique dans la Polynésie. Et donc, ils ont mal calculé leur coût et un photographe a été tué. Et donc, il a fallu que l'État français paye au centuple, rembourse le Rainbow Warrior à Greenpeace. Et puis, ce qui est plus grave pour nous, là, c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont été obligés d'enlever les taxes qui protégeaient les Français, les éleveurs français du mouton néo-zélandais. Or, le mouton néo-zélandais, il n'y a pas de loup, il n'y a même pas de berger, ça n'existe pas la profession parce qu'il y a tellement d'espace qu'on met le troupeau et il se balade, il y a plein d'herbes grasses. Et donc, en réalité, on s'est retrouvé avec des barrières douanières supprimées qui protégeaient les éleveurs
Et maintenant, là, 40 ans après, vous allez dans n'importe quel supermarché, vous allez au rayon des surgelés, et vous voyez que tout le mouton qui est là, l'agneau, eh bien, c'est néo-zélandais et pas français. Donc, vous voyez que c'est une affaire compliquée et qui n'est pas seulement scientifique et encore moins politique, mais qui est aussi économique. Alors, en fin de compte, je vais en terminer là, mais je pourrais en parler pendant des heures. Le loup, en France encore, malheureusement, il est une sorte de bouc émissaire de l'angoisse humaine. Et donc, c'est toute la légende qui est connue, qui fait que même avant 92, alors que le loup n'était pas là, tout le monde connaissait le loup. Et donc, j'ai fait ce bouquin il y a moins d'un an pour résumer tout ça, c'est-à-dire que j'ai rassemblé toutes les connaissances scientifiques, ce qu'on sait vraiment sur le loup, et je les réunis dans ce bouquin. Et en plus, j'ai fait un chapitre entier, qui explique ce que le sujet de cet exposé, c'est-à-dire comment on est passé du loup au chien. Alors maintenant, deuxième partie, j'entre dans les problèmes du chien. Alors d'abord, curieusement, alors qu'on croyait que le chien et le loup étaient très éloignés, parce que pour nous, ils sont tellement opposés, eh bien génétiquement, ils sont très proches, 0,2%. Ce qui fait que, alors que par contre, vous avez par exemple l'espèce la plus proche des chiens et loups, c'est le coyote qui est à 4%. Donc vous voyez qu'en fin de compte, les chiens et les loups sont 20 fois plus proches entre eux que de l'espèce voisine. Donc c'est pas une espèce différente. C'est en réalité, certains le considèrent comme une sous-espèce, ou il y en a certains qui considèrent que c'est la même espèce, qui a simplement été domestiquée et sélectionnée par l'homme. Et donc, entre les races de chiens, vous avez parfois plus de 0,2%. Donc, en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Le loup et le chien sont très proches. Alors, il n'y a d'abord pas un chien, il y a des chiens. C'est-à-dire qu'il y a plein de chiens. Quand vous dites d'intéressez aux chiens, vous apercevez qu'en réalité, ils sont très différents les uns des autres. Là, vous avez simplement les chiens primitifs, si je puis dire, c'est-à-dire les chiens les plus proches des loups, qui généralement hurlent et n'aboient pas. Eh bien, vous voyez que déjà, il y a plusieurs milliers d'années, ils étaient déjà partout dans le monde. Donc, c'est une histoire qui date de très longtemps et donc maintenant, on a enfin l'explication. Et là, vous avez un diagramme qui résume tout ça, sur lequel je pourrais parler pendant 2 heures, mais je vais le résumer. Donc, il faut le lire en partant de la gauche, c'est-à-dire où se trouvent tous les loups en violet, là, et puis toutes les races de loups, les sous-espèces de loups de différents pays. Et puis après, vous tournez dans le sens des aiguilles du monde, et plus vous tournez, plus vous vous éloignez du loup. Et donc, vous voyez des choses évidentes, comme par exemple les skis. Vous connaissez le ski, les chiens de traîneau ou les malamutes. Bon, évidemment, ils sont proches des loups, c'est pas étonnant. D'ailleurs, souvent, ils hurlent pas, ils n'aboient pas, ils hurlent. Et puis alors, vous avez des trucs qui étaient complètement incompréhensibles et impossibles à trouver, et qui fait, par exemple, que le Pékinois est très proche du loup, alors que, regardez, le berger allemand est relativement éloigné. Donc, en réalité, le berger allemand, il a peu de gènes de loup, mais on a copié, c'est-à-dire on l'a reconstitué, si je puis dire, pour faire une imitation du loup, mais beaucoup plus facile à vivre. Parce que le loup, c'est quand même un sacré numéro, hein, c'est-à-dire c'est un animal, vous allez voir tout à l'heure, qui est destructif, qui est destructeur, parce qu'en fin de compte, bon, c'est un animal sauvage, alors que les bergers allemands, tous ces chiens, ce sont des animaux sélectionnés pour être plus doux. On a sélectionné dans les portées les chiots les plus doux, et on en a fait les chiens. Et ça a duré des milliers d'années. Donc on est arrivé à des trucs incroyables, à faire des tas de chiens pour chaque fonction. Et donc vous avez le border collie, là, qui est un peu l'Einstein des chiens de berger. Donc passons. On pourrait parler longtemps, mais je vais passer vous pourrez me poser des questions si vous voulez après. Alors, pourquoi avoir créé le chien? Bon, évidemment, maintenant qu'on sait qu'il est très ancien, c'était évidemment pour aider, probablement, enfin on n'avait pas la preuve, on n'était pas là, mais c'est évident que ça devait être pour aider à la chasse, parce qu'à l'époque, ils chassaient. Et qu'est-ce qu'on a fait avec le chien? Eh bien, on l'a infantilisé, c'est-à-dire qu'on a pris des loups qui étaient un peu plus infantiles que les autres, plus gentils, moins agressifs, et en fin de compte, moi je les appelle les chiens des éternels ados. Pourquoi? Parce que par rapport au loup, alors que le loup à 2-3 ans devient adulte et autonome et peut se retourner contre ses chefs de meute, eh bien le chien
si du moins on s'en occupe correctement, ne se retourne pas contre son maître qui considère comme le chef de meute à toute la vie. Et donc, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et puis, il faut voir aussi que le loup, c'est un gros malin, c'est-à-dire qu'il a des capacités génétiques incroyables, il a des tas de possibilités, alors qu'on a sélectionné chez le chien une partie seulement, parce que pour vivre en étant nourri et logé par l'homme, c'est beaucoup plus facile que d'être dans la nature et de ne savoir même pas sur quel gibier on va tomber et quelle technique il faut utiliser. Et donc, en réalité, vous avez parfois jusqu'à un tiers du cerveau en moins chez le chien. Et donc là, vous avez un chien qui est assez extraordinaire. Il y a des chiens autrement plus jolis que ça, mais il n'en reste pas moins que la sélection a été très forte pour changer et passer du loup au chien. Alors, d'où vient le chien ou les chiens? Parce qu'il y en a tellement. Eh bien, au départ, on croyait, et il y a encore des bouquins qui racontent ça, que c'était des chiens sauvages domestiqués, c'est-à-dire par exemple le dhole, qui est une sorte de loup asiatique, donc une autre espèce, ou le dingo, qui est une sorte de loup en Australie, et puis les parias, qui sont des chiens qui sont dans les villages du Moyen-Orient et qui mangent des poubelles et qui ne sont pas inféodés à l'homme. Donc ça paraissait logique, possible. Et donc, en réalité, ce n'est pas ça. On le sait maintenant par la génétique, donc là, on n'a plus besoin de discuter à fond pour rien. On a la preuve. Et donc, on a aussi pensé que c'était simplement des loups qu'on avait domestiqués, qui ont été, à force d'être avec l'homme, ils étaient modifiés. Bon, ça, c'est naïf. Et même des grands biologistes comme Darwin, Charles Darwin ou Conrad Lorenz se sont trompés parce qu'il y a tellement de races de chiens tellement différentes qu'ils étaient persuadés que ça ne pouvait pas venir d'une seule espèce. Et donc, ils pensaient que c'était un mélange entre, par exemple, le chacal, le coyote, le renard, etc. Et donc, en réalité, c'est faux, ce n'est pas un croisement d'espèces. Tous les chiens, toutes les races de chiens viennent du loup. Alors, le loup, vous savez, hurle quand le chien aboie. Mais certaines races de chiens, comme les huskies, plus proches du loup, n'aboient pas et hurlent. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a renversé le pourcentage. C'est-à-dire que le loup, il hurle très souvent et il aboie très peu souvent. Et comme ce n'était pas très intéressant d'avoir des animaux dans le village, dans le campement, qui hurlaient toutes les nuits, on a sélectionné les descendants de loups qui hurlaient le moins et qui aboyaient le plus. Parce qu'aboyer, par contre, c'était intéressant parce que ça permettait d'avertir quand il y avait un animal sauvage qui attaquait ou bien une bande adverse, etc., à l'époque des chasseurs de la préhistoire. Et donc, en réalité, vous voyez que même dans le comportement, ça a été modifié. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais regardez, sans même voir les chiens et les loups, rien que par leurs traces, vous voyez que la sélection est autrement plus forte dans la nature que dans la civilisation. C'est-à-dire que là, vous avez à droite donc une meute de loups qui se déplace à la queue leu, c'est-à-dire le, c'est du vieux français, ça veut dire loup-loup, c'est-à-dire qu'en réalité, d'une part, ils mettent leurs pattes de derrière dans les traces des pattes de devant dans la neige, de manière à pas faire d'efforts, ils économisent leur fatigue à l'extrême, parce que c'est des chasseurs de longue distance. Et puis, le suivant, mais aussi ses pattes dans les traces du précédent. Donc, en réalité, vous avez du mal à savoir combien il y a de loups, parce qu'ils sont tellement bien sélectionnés que vous voyez qu'une trace. Alors que par contre, quand vous regardez des traces de chiens, d'une part, ils ne sont pas en ligne comme les loups, et puis surtout, ils marchent d'une manière désordonnée, parce qu'évidemment, la sélection de l'homme a été beaucoup moins exigeante que celle de la nature qui ne fait pas de cadeaux, et si je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle élimine ce qui dépasse. Alors, comment fait-on pour créer une espèce domestique en sortant du loup? Eh bien, tout simplement, vous voyez l'exemple du sanglier. On a une coupure.
reproduit 2 fois par an, alors que le loup se reproduit qu'1 fois par an. Donc, vous voyez que c'est... Mais ça se fait très vite, hein, en fin de compte, dans quelques générations, vous modifiez complètement un sanglier. Le problème, c'est qu'actuellement, on est en train de recroiser, on a recroisé des cochons dans les élevages avec des sangliers, on a fait des cochons-gliers, c'est-à-dire que, évidemment, c'est de la pollution génétique. Et là, dans la nature, il y en a maintenant. Par exemple, en Corse, il n'y a plus de sangliers sauvages, il n'y a que des cochons-gliers. Bon, alors, je vais donner 2 exemples simplement pour terminer. D'une part, les chevaux Podalski. Alors, les chevaux Podalski, je ne sais pas si vous connaissez ça, ce sont les derniers chevaux sauvages qui existent dans la nature. Et ils vivaient en Mongolie. Ils ont été zigouillés par l'homme. Heureusement, il y en avait certains qui avaient été emportés et mis dans des zoos. Donc, il y a des gens qui ont eu la bonne idée de récupérer, d'acheter des chevaux de Podalski qui étaient dans des zoos, de les mettre ensemble, de constituer des groupes artificiels, mais qui petit à petit, alors ils ont mis dans les Cévennes, et puis petit à petit, ils se sont reconstitués et ça a fait, ils sont revenus comme ils avaient, génétiquement, ils étaient très, très proches, ils étaient près de revenir aux bases, et bien ils sont revenus à leur base, c'est-à-dire que ça a formé des troupes de chevaux sauvages, et à ce moment-là, on les a ramenés en Mongolie, mais ça a marché tellement bien qu'en Mongolie, ils se sentaient tellement bien qu'ils ont fait plein de petits et que maintenant, ils sont tellement nombreux qu'on en avait trop. Et donc, on s'est dit, tiens, à Tchernobyl, on a interdit aux hommes d'habiter parce qu'il y a une radioactivité qui est de l'ordre de 1000 fois plus qu'ailleurs. Et donc, les loups qui étaient là se prolifèrent, sont très nombreux et sont régulés comme s'il n'y avait pas d'hommes. Et puis, sur le Podalski, eh bien, curieusement, alors qu'il y a parfois des problèmes avec la radioactivité, c'est-à-dire que vous avez des fois, de la même manière que vous avez des plantes avec des feuilles bizarroïdes, vous avez des jeunes de loups ou de chevaux Podalski qui sont bizarres et qui meurent facilement. Mais il n'en reste pas moins que la conclusion de tout ça, c'est que l'homme est plus dangereux, en fin de compte, que la radioactivité multipliée par 1000. Donc c'est assez extraordinaire. Autre exemple, toujours avec le cheval, mais que je n'ai pas illustré, c'est les mustangs des États-Unis ou les broncos, c'est-à-dire des ânes sauvages. Mais enfin, les mustangs des États-Unis, c'est plus intéressant parce qu'au départ, les chevaux sont apparus en Amérique du Nord. Et puis après, vous savez peut-être qu'à un moment, il y a 20-30 000 ans, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres et ces chevaux ont pu passer des États-Unis, Canada, Alaska, par les Aléoutiennes jusqu'en dans la partie asiatique, c'est-à-dire toute la Sibérie, etc. Et donc là, ils sont arrivés, ils se sont installés dans la Mongolie et ailleurs, et ils ont donné la base des chevaux qu'on connaît actuellement, les chevaux domestiques. Le problème, c'est qu'on a ça tellement zigouillé que maintenant, il n'y a plus la souche sauvage, ça n'existe plus, il n'y a plus que des animaux domestiques. C'est comme si on n'avait plus que des chiens et plus de loups, ou plus que des cochons et plus de sangliers. Et donc, en réalité, alors les conquistadors, quand ils sont partis conquérir l'Amérique, et ils sont partis avec leurs chevaux, évidemment. Ils étaient à cheval. Ils étaient en armure et à cheval. Et donc, ils sont allés d'abord dans la Mésoamérique, c'est-à-dire l'Amérique du Milieu, et puis ils sont allés dans le sud des États-Unis. Et là, petit à petit, ils se sont fait refouler, enfin, il y a eu des problèmes, mais en tout cas, leurs chevaux sont restés dans la nature. Et ça donne maintenant les mustangs aux États-Unis qui se débrouillent tellement bien que les Américains sont en train actuellement d'en éradiquer régulièrement parce que ça développe très vite. Pareil en Australie où il y a des chameaux, etc. Bon, passons. En tout cas, autre exemple extraordinaire, c'est le dingo. Alors le dingo, avant, on ne savait pas comment il avait fait pour arriver en Australie. Et puis maintenant, on le sait toujours par l'ADN, c'est-à-dire qu'on sait en réalité, l'Australie a été colonisée vers 50-60 000 ans par des colonisateurs venant des îles autour, toujours à la même époque où le niveau de l'eau était beaucoup plus bas, de 120 mètres. Et donc, ils avaient une distance beaucoup plus faible, et en radeau, sans doute, ils sont venus. Et puis ensuite,
vers 5-6 000 ans avant Jésus-Christ, ils sont revenus, il y a une nouvelle vague de colonisateurs qui sont arrivés avec des chiens. Et ces chiens, d'abord, ils sont restés avec des aborigènes, et puis après, ils ont vu qu'il y avait plein de nourriture dans cette île continent, et donc, ils ont commencé à se nourrir de wallabies, de kangourous, c'est-à-dire tous les animaux qui ne sont pas placentaires, c'est-à-dire les marsupiaux. Et donc, qui étaient en Australie, et donc, ils ont occupé la niche écologique du loup. Parce que quand vous mettez dans le même coin un loup et un chien, le loup mange le chien parce qu'il est beaucoup plus efficace. Et donc là, comme il n'y avait pas la concurrence, eh bien, ce sont les chiens qui sont devenus de plus en plus bâtis, très efficaces, plus agressifs, et ils sont revenus, ils ont remplacé le loup. Et donc, ça pose un problème d'ailleurs incroyable aux Australiens, parce que vous avez des Australiens qui estiment que le dingo, il faut les zigouiller parce que c'est un animal introduit, c'est un chien qui est arrivé en Australie. Et puis, par contre, vous avez les protecteurs de la nature qui disent, mais pas du tout, le dingo, c'est notre loup australien, et donc c'est une espèce à part. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, on ne peut pas trancher d'ailleurs sur un sujet pareil, mais il n'en reste pas moins que c'est curieux, toutes ces évolutions. Alors, le chien n'a pas été uniquement un animal pratique, utile. Ça a été aussi toujours un animal qui développe des affections avec l'homme. Et là, vous voyez une dame qui, il y a 12 000 ans en Israël, pose la main sur les restes d'un chien. Et donc, en réalité, ça ne date pas d'aujourd'hui, le chien est beaucoup plus ancien que les autres animaux domestiques. Ça, on l'a découvert récemment, il y a 10-20 ans, quoi. Et donc, voilà, vous avez toute la séquence. Bon, ça a évolué un peu maintenant, on en sait un peu plus, mais enfin, en gros, ça date de 2012. Mais enfin, vous voyez qu'en fin de compte, l'âne est relativement récent. Par contre, le mouton, le bœuf, le cochon, le chat sont plus anciens, ça date de 8 à 10 000 ans. Sachant que le néolithique, c'est-à-dire le passage des chasseurs-cueilleurs à un autre mode de vie complètement différent, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage, c'est 10-12 000 ans. Et, alors, curieusement, on s'attendait à ce que les chiens soient là avant. Mais non, ils sont après. C'est-à-dire, et là, on a été même obligé de couper pour les mettre dans la figure. Et là, en réalité, là, il le place à 30 000 ans. Et donc, vous voyez que ça signifie que les chiens ont été créés par l'homme 20 à 30 000 ans avant les civilisations actuelles, historiques, c'est-à-dire les villages, l'agriculture et l'élevage. Donc, c'était à l'époque où on était des chasseurs-cueilleurs et donc, probablement, ça explique qu'ils devaient nous aider grandement, d'abord comme loup et puis ensuite comme chien. Alors, donc, le bilan, depuis quand le chien a-t-il été domestiqué, eh bien, on pensait au départ que c'était 8 000 ans, ça paraissait logique. Et puis, on s'est dit, non, quand même, ça doit être à la limite du néolithique, c'est-à-dire 12 000 ans. Et puis, on s'est dit, on a trouvé des restes plus anciens. Et on a dit, non, c'est 26 000 ans. Et puis maintenant, on en est à 35 000 ans. Alors, il y a toujours, je ne vais pas entrer dans le débat, les spécialistes se disputent toujours pour placer ça exactement à plus ou moins 34 ou 36 000 ans, etc. Il y en a même qui disent que le chien est très ancien et par la génétique, il arrive à des calculs qui remontent à 100 000 ans. Bon, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, ce qui est probable maintenant, c'est que ce qui est sûr, ce qui paraît solide, c'est 35 000 ans. Alors, comment le loup a-t-il été domestiqué? Alors là, il y a deux théories qui s'affrontent. Jusqu'à présent, il n'y en avait qu'une qui occupait l'espace, c'était la théorie de la commensalité, c'est-à-dire que les hommes préhistoriques, c'était les spécialistes de la chasse en groupe du gros gibier, et donc quand ils abattaient un mammouth, il y avait des restes, et donc il y avait des meutes de loups qui avaient pris l'habitude de suivre les hommes préhistoriques et qui se servaient, et puis petit à petit, on sympathisait avec les humains, et ça a donné le chien. Bon, ça paraissait tellement logique, simple, que ça a emporté l'adhésion pendant longtemps. Mais maintenant, on a une autre théorie qui, à mon avis, est plus valable, d'autant plus que, comme vous allez voir, j'en ai fait l'expérience, c'est la théorie de l'adoption. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous prenez des loups dans leur terrier, enfin des louveteaux,
dans leur terrier avant 10 jours, ils n'ont pas encore ouvert les yeux, ils sont encore aveugles, et donc à ce moment-là, ils n'ont pas vu leur espèce, ils ne savent pas de quelle espèce ils sont, ils ne le savent pas. Et donc, c'est complètement curieux, mais c'est comme ça. Et donc, si vous vous trouvez à ce moment-là, eh bien, le loup s'adapte très facilement, il croit qu'il est un humain. Et donc, c'est un peu, semble-t-il, ce qui a été fait. Et alors là, il n'y a plus de problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les problèmes de distanciation qu'il y a avec les animaux sauvages. Ils se considèrent comme étant humains. Et d'ailleurs, moi, j'ai travaillé, j'ai couru après les mandrilles qui sont des babouins de forêt équatoriale, et donc je travaillais avec les pygmées, et dans tous ces coins où il reste quelques chasseurs-cueilleurs et des populations premières, originelles, eh bien, vous voyez que les femmes, quand elles ont trop de lait ou qu'elles ont perdu leur gosse, elles adaptent, les chasseurs leur tuent la mère de l'animal pour la viande, et puis ils se retrouvent avec des jeunes qui ne représentent pas grand-chose au point de vue viande, mais par contre, ça amuse les enfants, et la femme le prend souvent en affection, et donc ce n'est pas du tout extraordinaire, ce qui paraissait bizarre pour les gens qui n'avaient pas vu sur le terrain, c'est bien plus. Alors là, maintenant, j'entre dans la troisième partie, c'est-à-dire le hasard qui a fait qu'on a adopté une louve dans notre famille. Alors vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque j'ai un peu changé, mais il en reste pas. Et que j'ai fait ce bouquin, là, le premier bouquin que j'ai fait quand j'ai pris ma retraite. Jusqu'alors, je n'avais pas le temps parce que j'étais pris par la recherche, mais par contre, j'avais décidé de faire ça en premier, et en effet, j'ai raconté cette histoire de la louve qu'on avait adopté un peu par hasard, alors qu'au départ, d'une part, je n'étais pas d'accord pour avoir des animaux sauvages à la maison, ce qui est maintenant obligatoire d'ailleurs, puisque maintenant vous n'avez même pas le droit d'avoir un petit sanglier, un marcassin à la maison, sinon vous avez des ennuis. En tout cas, à l'époque, c'était permis, mais moi j'étais plutôt contre, et j'étais spécialiste de l'étude des animaux sauvages dans la nature. Or là, je suis retrouvé devant un problème complètement différent. Alors pourquoi? Parce que le directeur du zoo de Montpellier, que je connaissais bien, puisque je le conseillais pour mettre au mieux ces animaux, m'a téléphoné et m'a dit, voilà, on a une portée de louveteaux qu'on va être obligé de piquer, d'euthanasier, parce qu'on n'arrive pas à les vendre, personne n'en veut, les loups, ça se reproduit très bien, et donc est-ce que vous le voulez? Je sais que votre femme est une amoureuse des loups, je sais que vous êtes un spécialiste des animaux sauvages, est-ce que vous êtes d'accord? Alors moi, j'avais 35 ans, hein, donc j'étais un peu naïf, et je n'ai pas vu le problème que ça posait. Je ne connaissais pas, je n'avais jamais eu, même de chiens à l'époque. Et donc, je me suis dit, je savais que c'était très facile d'arriver à domestiquer un loup. Je me suis dit, il n'y a pas de problème, je sais tout, et donc je vais faire ça sans problème. En réalité, je ne savais pas où je mettais les pieds. Et alors, d'autant plus qu'on habitait dans un appartement, au 2e étage, en plein centre de Montpellier, et que j'étais en train de retaper une maison avec un grand enclos. Donc je me suis dit, j'en ai pour quelques mois à attendre, puis on pourra les mettre. Mais comme souvent dans ce genre d'histoire, il y a eu des problèmes, et donc ça a duré des années. Et donc pendant 4 ans, on s'est retrouvé avec un loup, un appartement à 200 mètres carrés. Ce qui nous a mené évidemment des situations compliquées. Là, vous voyez qu'il était avec, quand la louve Kamala était à l'âge d'un mois, et donc c'était un truc complètement aberrant que je n'avais pas du tout prévu, c'est-à-dire je me retrouvais avec un loup qui devenait d'abord là ici juvénile et puis après adulte. Et donc là, ça se passait très bien à l'intérieur de la famille, mais c'était quand même une situation complètement bizarre. D'ailleurs, j'ai cherché maintenant dans la littérature, je n'ai jamais trouvé d'autres exemples. Des gens qui ont élevé des loups, c'est facile, il suffit d'avoir un enclos dans son jardin, ce n'est pas un problème. Mais par contre, vivre avec des loups, c'est une autre affaire. Pourquoi? Parce qu'un loup, quand vous lui fermez la porte, il vous abat la porte. Donc, ce n'est pas un chien. Et là, on comprend pourquoi on a inventé le chien.
quand vous, par exemple, vous lui donnez un peu trop de viande, ce qui était notre cas au début, eh bien, il va vous chercher un torchon et il la cache, comme il n'y a pas de terre, il la cache pour faire des réserves pour quand il aura faim et qu'il n'aura pas de nourriture. Mais parfois, il est allé jusqu'à cacher la viande sous l'oreiller. Donc, vous voyez, quand vous vous retrouvez avec une langue de bœuf le soir, c'est pas terrible. Donc, c'était vraiment bizarre. Et donc, on comprend que je n'ai jamais trouvé de traces de ce genre de choses. Il fallait être un peu fou, quoi. Et donc, ma femme était une amoureuse des loups et s'entendait très bien avec la louve. Et en fin de compte, tout est basé, que ce soit chez les loups comme chez les oies. Les oies, vous avez peut-être vu des photos de Konrad Lorenz qui se fait suivre par des oies. Pourquoi? Parce qu'il se met à l'éclosion des oies, des petites oies, eh bien, et il se met visible et ces animaux sont programmés pour suivre et considérer comme leur mère le premier animal, être vivant qu'ils voient. Donc, pour les oies, vous avez les photos de Lorenz qui est suivi par toute une flopée d'oies. Et là, avec les mammifères comme le loup, vous avez un cerveau plus gros, donc ils sont capables de comprendre. Après, vous ne pouvez plus arriver à les faire accepter aux oies un autre partenaire qu'un homme. Donc, ça, évidemment, ça ne fait pas grand-chose. La reproduction n'est pas possible. Et par contre, avec un loup, comme il a un cerveau beaucoup plus gros, il est capable de s'adapter à plusieurs espèces. Et donc, on est arrivé avec Kamala, à la fois, elle nous considérait comme faisant partie de la meute, et puis en même temps, on lui faisait rencontrer des chiens, des loups, des demi-loups, et donc elle était très équilibrée, et donc ça se passait bien. Alors, en fin de compte, Kamala est devenue un membre de la famille, et la famille est devenue sa meute. Et là, vous voyez, on était obligé là, vous voyez Lynn, mon épouse, en train de balader Kamala. On était obligé évidemment de la mener quasiment tous les jours faire des balades. Et puis là, vous voyez une illustration, une expérience amusante, c'est-à-dire que ce qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire quand vous avez un chien, il faut expliquer aux enfants qu'il ne faut jamais mettre la main dans la gamelle du chien parce qu'il risque de le mordre en le considérant comme un rival. Et donc là, on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que ma femme met la main dans la gamelle de la Kamala, de la louve, mais qui est tellement copine avec elle qu'elle ne considère pas ça comme une rivalité, et donc elle accepte très bien. Par contre, l'image de dessous, là, vous voyez que ça, c'est le bout de la chaussure de chantier de mon beau-frère, qui est protégé par du métal, c'est une chaussure spéciale. Et là, vous voyez que Kamala n'apprécie pas du tout qu'il approche de sa gamelle, et donc elle le mord. Heureusement qu'il a une chaussure renforcée, d'autant plus que vous voyez que les dents qu'ont un loup, c'est autre chose qu'un chien. Alors là, vous avez les trois niveaux. Vous avez à la fois la Kamala, la pure louve de Pologne, et puis vous avez l'hybride, c'est-à-dire le demi-loup, c'est-à-dire un mélange de berger belge et de loup, qui était celui d'un copain. Et puis, vous avez là un setter irlandais, donc un animal, un chien super domestiqué, super sélectionné pour obtenir des... d'entrer dans cet appartement, donc on l'a laissé dans l'état, on attendait de partir, de déménager pour le remettre en état, et en tout cas, vous voyez que toute la famille est en train de hurler en chœur. Et puis alors, bon, je pensais que dans des conditions assez artificielles, il n'était pas question de trouver quoi que ce soit, et surtout qu'il y a plein d'études maintenant, pas en Europe, mais aux États-Unis et au Canada, il y a plein d'études sur les loups depuis 60 ans. Il n'y a que 60 ans qu'on connaît la biologie des loups. Et donc, je pensais qu'il n'y avait aucune chance de trouver quoi que ce soit dans des conditions aussi bizarres. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs bizarres. Je comprenais évidemment, vu que c'est mon boulot, je comprenais ce qui se passait, mais j'étais surpris quand même qu'elle sépare. Chaque fois qu'on faisait semblant de se battre, elle essayait de nous séparer. Vous voyez là, les trois images. Et alors, mieux encore, quand ma femme a fait semblant de se jeter par la fenêtre du deuxième étage, elle la retient par le col, elle la retire en arrière pour la ramener dans la maison. Et là, ma femme est toute habillée et dans la baignoire qui n'a pas d'eau,
Mais la louve, qui sait que c'est une baignoire qui normalement a de l'eau, est en train d'essayer de la sortir de là. Alors, à l'époque, on ne comprenait pas tout ça. Et puis, on a compris quand on est allé se baigner dans l'Hérault, qui est la rivière qui a donné son nom au département. Et 10 fois de suite, la louve, sans qu'on lui demande rien, se jetait à l'eau et allait chercher ma femme pour la ramener, et gentiment, sans forcer, elle arrive pour la sauver. Donc, en réalité, on a découvert, ce qui n'est pas connu actuellement, que les loups pratiquent l'entraide, non pas avec tous les loups, mais avec les proches de la famille. Et donc, il y a une sélection qui fait que ceux qui ont, entre guillemets, le même sang sont protégés. Donc, vous arrivez à un truc qui est assez curieux, c'est-à-dire que le loup, qui est considéré comme le prototype du méchant, est en fin de compte altruiste. Et donc, ce n'est pas du tout un monopole de l'homme comme on le croyait récemment. Et d'ailleurs, actuellement, il y a des tas de laboratoires dans le monde qui étudient l'altruisme chez les animaux. Donc, maintenant, on termine avec 40-50 ans. Des loups. Et donc, vous voyez la même famille, mais non plus avec un loup, mais avec des chiens. Voilà. Et donc, on a fait 2 bouquins là récemment. Je suis devenu, à la retraite, en bûchant la question, depuis 15 ans, je ne fais que ça, je suis devenu un spécialiste de l'éducation du chien et de l'origine du chien en liaison avec le loup. Et puis, j'ai fait ce bouquin récemment aussi, qui résume tout ce qu'on sait. J'ai eu pas mal de boulot d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de connaissances actuellement, et ça évolue tout le temps, sur ce qu'est le loup en réalité scientifiquement, et non pas dans les légendes. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Alors, si vous avez des questions, comme c'est un peu proximité, je vais mot pour mot la reposer. Alors, je ne sais pas me mettre en plein écran, mais enfin bon. Alors, j'entends pas ce qui se dit. Hein. Je vais répéter la question. Oui. C'est pour vivre avec un loup, qu'est-ce qu'il a fait pour le faire venir? Oui, alors la question c'est comment avez-vous fait venir un loup chez vous? Je crois que vous l'avez expliqué, mais vous pouvez le redire. Oui, simplement, je ne l'ai pas fait venir chez moi. C'est le zoo de Montpellier et d'ailleurs, vous avez entendu peut-être parler de Gérard Manatori, qui était journaliste à Midi Libre et qui était un grand fan des loups, et qui avait amené ces loups de Pologne jusqu'à dans le zoo de Montpellier. Donc, ce zoo de Montpellier avait des loups, et donc c'est les jeunes de cette meute, qui se trouve d'ailleurs toujours à Montpellier, hein, dans le zoo, mais comme on allait les piquer, le directeur m'a parlé de ça, et à l'époque c'était possible, alors que maintenant c'est interdit. Alors, comment s'est terminée l'histoire avec la louve? Ah, je vais vous dire qu'il faut lire le bouquin, mais enfin, je vais vous éviter d'acheter le bouquin. À la fin, et malheureusement, ça se termine mal, c'est-à-dire que, d'une part, je raconte dans le bouquin que quand on a déménagé, comme elle ne connaissait pas le coin, quand on l'a amenée balader autour de la maison, comme on faisait avant, dans la campagne, elle s'est perdue, et pendant 3 jours, elle est partie dans Montpellier. Moi, j'avais une peur bleue, évidemment, vous vous rendez compte, un loup dans Montpellier. Et elle est allée dans quoi? Dans le jardin, qui était juste en face d'ailleurs, le jardin de l'asile psychiatrique de Montpellier, la Colombière. Et donc, le directeur de cet asile psychiatrique, il a téléphoné au directeur du zoo de Montpellier, ce qui paraissait logique, et il lui a dit, voilà, j'ai un loup dans notre jardin.
Alors l'autre a raccroché en croyant que c'était une blague. Et puis en réalité, bon, l'autre a rappelé, il lui a dit non, c'est pas du tout une blague, c'est vrai. Et comme il n'y avait qu'une personne à Montpellier qui avait un loup, c'était moi, aussitôt le directeur du zoo m'a appelé et j'ai pu récupérer ma louve, mais dorénavant, je ne l'ai plus jamais laissé sortir. Et donc, j'avais fait un enclos à l'intérieur de l'enclos. Et donc, elle est restée là-dedans et elle ne comprenait pas du tout pourquoi, quand on sortait avec nos chiens, elle restait dedans. Avant, elle pouvait se balader, c'était une grande période de jeu, et puis d'un seul coup, elle ne pouvait plus sortir. Alors, une fois, comprenant pas, elle a essayé, comme un loup, c'est capable de tout, hein, c'est incroyable, hein. Eh bien, elle a essayé de franchir la clôture et elle s'est pendue. Donc voilà, ça s'est mal fini. Alors, j'ai pas compris. Hein. Je vais répéter la question. Donc, sur la vidéo, on voit que vous criez avec le loup, et la question est quel est le sens de crier avec le loup? Pourquoi vous criez avec le loup? Ah, ben simplement parce que le loup, c'est un animal tellement sociable qu'il est très content de faire des choses en groupe, en famille. Et donc, comme il considérait que notre famille, c'était sa meute, eh bien, il suffisait, d'ailleurs c'est très facile, hein, il suffisait qu'on démarre un hurlement, même mal imité, pour qu'il fasse comme nous. Et en réalité, bon, je ne suis pas entré dans les détails des significations des cris et tous ces trucs-là, et des postures et des signaux olfactifs et compagnie, mais le hurlement, ça a plusieurs fonctions, et ça permet, par exemple, à la meute de se rassembler et de savoir qu'ils sont ensemble, soit avant une chasse, soit après une chasse pour se retrouver. Donc, en réalité, ça a une fonction sociale très développée. Et donc, là, quand on chantait ensemble, on ne l'a pas fait longtemps d'ailleurs, on ne l'a fait qu'une fois parce qu'on n'avait pas du tout envie d'avoir les voisins qui portent plainte à la gendarmerie à côté, hein. Donc, on a essayé au contraire d'éviter, et ce qui fait qu'on était obligé quasiment de laisser toujours une personne dans l'appartement pour tenir compagnie à la louve, pour éviter qu'elle hurle, parce que sinon ça la foutait mal dans le quartier. Alors, est-ce qu'elle a mordu? Est-ce que vous avez eu des accidents? Alors justement, oui, c'est bien de me poser la question. Je suis allé tellement vite que je suis passé. En réalité, je résume plusieurs bouquins, là, hein, 4 bouquins. Donc évidemment, c'est pas étonnant qu'il en manque. Et en réalité, ce qui nous a beaucoup étonné, c'est qu'on n'a jamais eu le moindre, on n'a jamais, aucun des membres de la famille n'a été mordu au sang. C'est-à-dire que quand un loup comme ça, c'est-à-dire qui fait partie de la famille, euh, se trouve par exemple, on s'amusait parfois, elle nous faisait tomber, et un loup, ça a des schémas comportementaux automatiques, c'est-à-dire que par exemple, c'est comme les prises de judo, il vous donne un coup d'épaule, et pour essayer de vous faire chuter, il vous fait un croche-patte, et après, normalement, il se jette à votre gorge pour finir l'animal. C'est des systèmes classiques qui sont innés. Mais quand elle se lançait dans ce genre de choses qui sont évidemment tragiques pour la proie, eh bien, et qu'à l'odeur, elle voyait qu'elle était sur un ami, aussitôt, elle est inhibée. Le loup ne peut pas mordre, il est bloqué, il est inhibé. Et donc, en réalité, on n'a jamais été mordu au sang. Par contre, elle nous faisait facilement mal parce qu'en croyant nous enlever les puces, là, elle nous titillait dans notre pelage qui est limité et notre peau qui est très fine. Et donc là, elle nous pinçait parfois. Et donc ça, c'était moins rigolo. Mais elle ne le faisait pas en voulant nous mordre. Paul? Paul, tu veux conclure peut-être? Tu veux conclure peut-être? Merci infiniment. C'était tout à fait intéressant et n'hésitez pas à continuer le débat avec Pierre Chavantin en disant que c'est libre de présence, d'attente, s'il en reste. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que ça nous donne une
sur le sujet qui est diversifié. La pratique réelle de la vie avec le merci beaucoup. Maintenant, nous continuons à côté dans le grand salon par une lecture de Florence Pavillon à reprendre. À la suite de quoi, nous ferons la grande promenade de Marc de tout le monde a été allié avec la Voilà. Ce qui nous permet de ici. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Merci à vous. Alors, j'ai encore une dernière question. Oui. C'est comment la louve généralement se comportait avec les autres chiens? Eh bien, c'était assez. Ça, j'explique dans le bouquin, mais dans le premier bouquin, mais c'est assez intéressant parce qu'elle testait les chiens en quelques dixièmes de seconde. C'est-à-dire qu'on était obligé, quand on amenait un autre chien, on était obligé d'être prêt à intervenir parce qu'elle ne savait pas si c'était une proie ou un ami. Et donc, elle testait. S'il se débrouillait mal, c'était une proie, elle essayait de le saigner. Et donc, on était obligé d'enlever aussitôt le chien. Et quand c'était un ami, là, elle s'amusait avec lui. D'accord, très bien. Merci encore. Merci. Voilà. Je vous en prie, merci à vous. La conférence se termine, je fais l'enregistrement. Et puis, je vous posterai ça sur WeTransfer. Je vous tiendrai au courant. Parce que Merci, c'est bien gentil de votre part. Hein. Je vous en prie. Le fichier est conséquent, donc il faut que je réussisse à le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai pas trop duré, non? Non, pas du tout. La transmission s'est très bien comportée, sauf à 3 moments où on a eu entre 5 et 10 secondes de coupure. Vous le verrez sur la vidéo. Et vous n'avez pas eu de blocage à 42 minutes, hein? Pas du tout, parce que j'utilise un compte, je pense, qui est encore autorisé pendant quelques jours ou semaines, peut-être, parce que ce n'est pas mon compte, mais c'est un compte qui est sur l'université, donc je pense qu'il y a quelque chose de particulier. Donc ça s'est très bien passé. Si vous pouvez demander à la dame qui m'a parlé au début, là, elle est là? Madame Carbone, je vais aller la chercher. Voilà. Non, je ne vous dis pas. Je vais vous patienter quelques instants, je vais chercher Madame Carbone. Bonjour monsieur, j'aurais moi aussi une question à vous poser. Comment est-ce que comment le loup ou la louve, comment ils se sont comportés avec vos enfants? Eh bien, ça s'est très bien passé. Au contraire, quand mon fils avait une mauvaise note à l'école, elle se rendait compte tout de suite, parce qu'ils sont très forts, les chiens comme les loups, pour interpréter les comportements humains. Et elle voyait tout de suite quand il n'avait pas le moral, et elle venait aussitôt se blottir contre lui et le lécher pour lui remonter le moral. Donc ça se passait parfaitement. Elle considérait qu'elle était la même génération que lui. Il y a une cohérence dans le comportement général. C'est-à-dire que le chien, il définit des critères pour ce qui est de la meute et ce qui ne l'est pas. Et quand c'est dans la meute, il y a une fiabilité. Il y a un comportement cohérent, on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est ce qu'on ressent. En vrai dire, quand on s'y connaît en biologie ou qu'on connaît bien les animaux, on arrive à tout comprendre. Hein. C'est clair comme tout. Hein. C'est simplement quand on n'a pas les bases qu'on n'y arrive pas. Alors, Paul est parti chercher Madame Carbone. Oui. Carbone, donc, je pense qu'on va la trouver si vous pouvez patienter. Oui, je vous en prie. Je vais arrêter. Vous souhaitez que j'arrête l'enregistrement ou vous souhaitez que je continue avec Madame Carbone? Oh, vous pouvez arrêter, hein, parce que ça